Comment expliquer finalement, Gamal, le silence, en tout cas de ces organisations qui disent effectivement défendre les droits de l'humain, alors du travailleur? Gamal, est-ce que vous nous écoutez? Allô Gamal? Est-ce que nous avons Gamal, Nathan? Oui, oui, parfaitement. Je suis présent. Vous m'entendez ou pas? Absolument, nous saisissons cette fois-là. Est-ce que vous avez écouté notre question? Oui, j'ai parfaitement entendu. Pas de problème, je vous réponds. Donc, les organisations syndicales ne peuvent pas s'autoriser à avoir des postures trop offensives par rapport à la police parce que ce sont des représentants des travailleurs et doivent avoir une position modérée, bien que parfois il leur arrive de dire qu'il y a des violences effectivement perpétrées par les forces de l'ordre, mais ils ne parlent pas de violences policières. En revanche, on observe effectivement, par rapport aux organisations dites ONG, donc organisations non gouvernementales, qu'il y a très peu de... On ne montre pas tellement du doigt ce qui se passe. Bon, Amnesty International fait le travail, parfois elle dénonce. Il y a des organisations internationales qui le font, mais globalement, il y a une forme de mutisme. La France a une tradition policière très ancienne. On appelait ça à l'époque la peur du gendarme. Donc le principe, c'est de dire que si on a peur des gendarmes, c'est qu'on a peut-être un peu tort. Le principe de la peur des gendarmes, c'est aussi de dire que si quelqu'un a quelque chose à se reprocher, eh bien, il va avoir une attitude qui va être considérée comme étant suspect. Et malheureusement, je vous donne un exemple très concret, par exemple, cette peur des gendarmes. Quand vous allez en Angleterre, par exemple, les policiers sont sympas, c'est pas des gens qui sont inaccessibles, ils vous parlent avec le sourire. Il n'y a pas cette espèce de mépris un petit peu ridicule du policier qui se prend pour Terminator. Et surtout, lorsque vous allez en Angleterre, vous fraudez le métro, eh bien, les agents qui veulent pas la fraude du métro se positionnent juste derrière les guichets pour vous demander de sortir ou, à défaut, de payer. Et une fois que vous êtes attrapé dans le train, par exemple, sans avoir le billet, vous devez payer le billet. Il n'y a pas d'amende, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En France, par contre, l'exercice, c'est de se cacher derrière, dans l'espoir de tomber sur un fraudeur, et immédiatement, c'est pas lui demander de sortir, c'est lui mettre une amende. Donc quelque chose qui va lui coûter très cher. C'est une vraie tradition, effectivement, à la fois de peur de gendarmes, de délation, de prendre les gens à défaut, de pas anticiper, de pas empêcher d'eux, de préférer de voir quelqu'un frauder pour pouvoir taper. Donc c'est ce qui se passe. Alors quand on manifeste, on a à peu près la même configuration. Le droit de manifestation est dans la Constitution, c'est vrai, mais parallèlement à ça, lorsque l'on manifeste sur un texte de loi qui est produit par les autorités, eh bien les autorités ont beaucoup de mal à supporter l'idée qu'on puisse contester cela alors qu'il a été voté. Parce qu'on a l'impression que c'est pratiquement une sorte de texte divin, voté à l'Assemblée ou pas d'ailleurs, et qui doit être accepté par la population. Sauf que, en démocratie, normalement, si on est une homme de sérieux, et c'est ce qu'avait mis De Gaulle en place à l'époque, eh bien, on peut au moins passer par voie référendaire. Demander aux gens si oui ou non ça les intéresse. Et très bizarrement, c'est déjà arrivé sous Sarkozy, quand ils ont demandé l'adhésion par rapport à l'histoire de Maastricht. Le peuple a refusé souverainement ce format d'adhésion à l'Europe. Eh bien, ils sont passés par voie parlementaire entre eux. Donc c'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce que les violences aujourd'hui sont légitimes? Moi, je pense que la violence d'État n'est pas légitime, même si on le dit. Est-ce qu'elles sont disproportionnées? Oui, elles le sont, et largement. On l'a vu avec les Gilets jaunes, avec des dizaines de personnes déborgnées. Il y a même eu des morts, hein, pas oublier, dont une Algérienne à Marseille qui a été par accident tuée par un flashball, si je ne me trompe pas. Et est-ce que l'État a raison d'utiliser la violence plutôt que de la communication, la discussion, la concertation? Non, il n'a pas raison, parce que plus il utilisera la violence, plus la population se radicalisera, parce qu'évidemment, une minorité ne peut pas dire à la majorité, vous êtes tous des imbéciles, vous êtes la foule, nous ne faisons pas de discussion avec la foule, nous discutons qu'avec les autorités. Non, les autorités représenteraient le peuple, mais si au bout d'un moment il n'y a plus de représentation, ou si la représentation nationale n'est pas prise au sérieux, forcément c'est la foule qui l'emporte. Et je rappelle que la Révolution française de 89, c'était bien la foule qui a emporté le pouvoir. Il y avait évidemment la bourgeoisie derrière, mais la foule était déjà aux avant-postes. Donc il faut peut-être se poser la question de savoir si aujourd'hui la violence d'État est légitime. Non, elle ne l'est pas, mais elle est utilisée à travers. Est-ce qu'il y a une communication et une négociation? Non, il n'y a pas de négociation, c'est une rupture totale. Et est-ce que la population est exacerbée par rapport à exaspérée surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Oui, elle l'est, parce qu'effectivement le sentiment général, c'est d'avoir été pris pour des imbéciles et que on va les appeler les technocrates qui dirigent actuellement la France sont totalement déconnectés des réalités de la base populaire. C'est vrai que on entend très peu les organisations internationales sur ces questions-là, et pourtant, il y aurait à en dire. Merci à vous. Afrique Média, le monde, c'est nous.